Enseigner est fondamentalement un métier de relations humaines. D'ailleurs, nos bons souvenirs de l'école sont souvent associés à des enseignants avec lesquels nous avons eu de bonnes relations, ce qui a eu souvent des effets positifs sur notre investissement dans la discipline. Or, on sait que le climat relationnel d'une école dépend beaucoup de l'esprit développé par l'équipe de direction qui détermine l'atmosphère, la culture de l'école et bien souvent fonde ou refonde le sens de l'école pour les jeunes et pour les enfants. Il y a des équipes de direction qui n'hésitent pas à changer l'organisation de leur école, qui prennent des risques pour rapprocher encore un peu plus les enseignants des enfants, surtout les plus fragiles et les plus démunis, et apparemment ça marche. Je dirais que ce qui caractérise l'équipe de mes profs et éducateurs, c'est vraiment la volonté de faire le meilleur travail possible avec n'importe qui, n'importe quel adolescent, en tenant compte du fait qu'il est adolescent, qu'il est élève et qu'on doit l'amener vers un mieux. Moi, je pense que la plupart des élèves sont capables de réussir en premier degré. Maintenant, il faut y mettre le prix. Plus rien ne sert à rien quand on écoute les enfants. L'école ne sert à rien aujourd'hui pour eux. Pour eux, leur vie commence après l'école souvent, malheureusement. Donc il faut essayer de faire venir le monde dans l'école. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'il faut le faire tous ensemble. Il faut que l'école s'ouvre davantage au monde. Ça pose vraiment problème, je trouve, pour un gamin de recommencer une année alors qu'il avait montré les compétences dans 10 matières sur 12. L'idée, c'est de dire, le gamin va quand même passer de 5e en 6e, mais on va le retirer de certains cours techniques ou de cours de pratique professionnelle pour lui donner de la remédiation en mathématiques et en sciences. Et à travers cette remédiation, s'il récupère le retard, en faisant régulièrement des évaluations, eh bien, il réintègre normalement tous ses cours. Comme par hasard, une fois qu'on commence à comprendre les mathématiques, eh bien, on a une meilleure attitude au cours de maths parce qu'on sait de quoi on parle. On va les aider finalement, on va les laisser passer parce que le reste est très positif, mais en même temps, on ne peut pas valider le fait qu'ils puissent faire leurs 6 années ici de secondaire en étant repêchés chaque fois. À un moment donné, il faut trouver une solution qui va remédier à la faiblesse. Et donc le fait de se retrouver avec 4 élèves, au maximum, parfois 2, parfois 1, le contact est extrêmement positif. Et je dois dire que ce soit ceux qui sont plus ou moins obligés ou ceux qui viennent volontairement, ça se passe très très bien, très très bien. Et je dois dire, moi-même, je retire beaucoup de plaisir. Quand on fait le compte dans le système belge, un enfant entre la première primaire et la réto va passer presque 2 ans en évaluation certificative. On pourrait en enseigner des choses en 2 ans de temps. Je préfère que les professeurs disposent de plus de temps dans l'année pour mieux planifier leurs évaluations, leurs matières. Il faut pouvoir passer un certain temps à expliquer aux gosses pourquoi on a cette matière-là enseignée. Et ça permet de regagner du temps dans la motivation qu'ils ont après. Alors il y a des parents parfois qui disent « Comment ça se fait, il n'y a pas d'examen, c'est pas sérieux ». Pourquoi un examen, c'est sérieux? Supprimer les cours une demi-journée à un après-midi pour que le lendemain, le gamin puisse avoir étudié. Si un gamin de première commune ou de deuxième commune doit s'absenter de l'établissement pendant une demi-journée pour pouvoir réussir un examen de décembre du lendemain, c'est qu'il ne maîtrise pas les compétences. Donc, où est la justice de l'évaluation dans ce cas-là? J'ai des professeurs qui ont 2 professeurs qui ont 4 heures par semaine, alors c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, pour faire ce que l'on appelle du tutorat. Donc ils ne sont pas titulaires de classe, ils ne font pas le boulot de l'éducatrice, mais ils ont 1 heure par semaine, ils prennent une classe
en main et ils font de cette classe un endroit de parole, voir les principales difficultés, essayer de vraiment faire un travail de médiation dans la classe s'il y a des soucis ou de la classe vis-à-vis de l'enseignement. Le but, c'est d'intervenir soit dans une classe qui est en difficulté, que le prof puisse donner son cours normalement et que je puisse cadrer un petit peu les élèves qui sont en difficulté, voir pourquoi ça ne va pas, essayer de remédier un petit peu à différents problèmes. J'ai des heures à consacrer réellement aux élèves et non pas que à mes cours et faire juste ce qu'on demande du programme. Donc là, c'est une autre vision. Il y a de bonnes choses à faire. Bien sûr, il faut le mettre en place et c'est pas évident. Là, on cherche un petit peu exactement la place qu'on doit avoir et il n'y a qu'en testant qu'on verra si ça aboutit, quoi. Quand je suis arrivé ici comme directeur, il y avait un phénomène paradoxal dans l'école, c'est qu'à la fois l'école était une école de la dernière chance, mais elle avait statistiquement le même nombre d'exclusions définitives que n'importe quelle école de l'enseignement professionnel. À un moment donné, j'ai dit au pouvoir organisateur, on ne peut pas tenir la route avec ça. On est dans un système qui produit de l'exclusion et donc on a essayé de créer un espace qui permette donc de poursuivre une politique de tolérance zéro vis-à-vis de l'exclusion. Et dans ce cadre-là, le fondement de l'ONE nous a aidés et vraiment nous a permis de créer cet espace interne qui est une classe à part. Le conseil de classe de Toussaint met en évidence que tel ou tel élève est déjà quelque part perdu dans ce qui se passe dans la classe, qu'on s'inquiète pour lui. Et donc là, on rencontre les parents et on rencontre un intervenant de l'espace d'accrochage scolaire qui propose une autre forme d'enseignement avec un lien à la classe d'origine pour essayer de trouver une autre manière de fonctionner et peut-être un autre projet. C'est aussi la richesse du service d'accrochage scolaire interne, c'est que sur 2 années scolaires, sur 41 élèves qui ont été intégrés, on a vraiment une dizaine d'élèves qu'on n'a pas réussi à raccrocher, qu'on a dû orienter vers des structures plus adultes ou vers des structures externes plus intenses au niveau du travail psychosocial. Sinon, les autres, on a pu les raccrocher, mais parfois à un autre projet que ce dans quoi ils étaient. Comme l'espace est dans l'école et qu'il a les mêmes rythmes de vie que l'école, c'est-à-dire récréation, temps de midi, arrivée le matin, départ à 4 heures, l'élève garde ses liens et garde ses poids de repère dans l'école. Le poids de repère qu'il n'a plus, c'est qu'il n'est pas toute la semaine dans sa classe. Pendant un temps, pendant 6 semaines, 9 semaines, 10 semaines, peut-être un trimestre, 2 trimestres. Et donc, il y a en tous les cas cette continuité du lien et on travaille cette possibilité de retrouver sa classe, mais aussi d'avoir un autre projet. Donc, je dirais comment est-ce que c'est vécu, c'est un peu au cas par cas. Certains vont avoir peur ou vont avoir de l'angoisse au départ, d'autres vont être soulagés qu'on s'occupe d'eux et qu'on soit attentif au fait que oui, c'est très difficile pour eux et ils n'y arrivent pas. Donc, ça va être vraiment au cas par cas. Mais on n'a jamais eu, en 3 ans, je n'ai pas eu de refus d'intégration de l'espace d'accrochage scolaire interne. Je n'en ai eu aucun. On vient de voir que pour augmenter le taux de réussite dans l'enseignement secondaire, il y a des équipes de direction et d'enseignants qui n'hésitent pas à changer le fonctionnement de leur école. Ils n'hésitent pas à bousculer les habitudes et même à créer de nouvelles fonctions, mais toujours dans le but d'aider les élèves qui en ont le plus besoin. La semaine prochaine, nous nous approchons encore un peu plus des enfants et des jeunes dans leurs différences, car il ne faut pas oublier que ce sont des personnes avant d'être des élèves. Dans une classe surpeuplée, l'enseignant tout seul n'est pas à même de pouvoir répondre aux spécificités de chacun. Oui, on se rend bien compte que telle enfant est à la traîne, mais aller mettre le doigt sur les difficultés. Bon, j'ai été enseignante moi-même dans l'enseignement ordinaire. Quand on a 30 élèves devant soi, ce n'est pas évident. Détecter un dyslexique, ok. Bon, il sera peut-être diagnostiqué, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ce dyslexique en classe ? Quels sont les moyens que je peux mettre en place pour l'accompagner au mieux ? Alors, ça existe, il y a des tas d'outils, mais de nouveau, si on ne me les donne pas, ou si je ne vais pas les chercher, je n'y ai pas accès. Et c'est la difficulté de nombreux d'enseignants. Nous ne sommes pas du tout formés à la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie. C'est vraiment une formation sur le tas, en fait.